À cet après-midi, ça sera enregistré en son uniquement, hein, pas image. Ah si, image aussi. Mince, je ne me suis pas coiffée. Je ne savais pas, tant pis. Tant pis pour le brushing. Merci d'être là. Au départ, en fait, c'est Sabine qui a organisé ce colloque soignant qui était normalement un colloque soignant médecine usuel, qui a été agrandi pour qu'on puisse vous parler et vous exposer un peu le projet Intégrage. Intégrage, comme son nom l'indique, c'est donc de la médecine intégrative pour le grand âge. Du coup, Nicole a trouvé cette formule Intégrage. C'est Pierre-Yves, d'accord? Je ne sais pas qui a la paternité du nom, mais c'est un joli nom. Donc aujourd'hui, on ne va pas vraiment seulement vous présenter le concept du projet, mais Sabine qui mène la danse et Nicole et Claudia qui sont les responsables aussi de ce projet à l'EHC vont vraiment expliciter toutes les disciplines thérapeutiques qui sont incluses dans ce programme, l'organisation précise de la prise en soin des patients dans ce programme à l'unité SAS de Nicole. Nicole qui, je le rappelle, donc a été à l'initiative pour le dépôt de 2 projets avec Pierre-Yves Redondy qui est avec nous aujourd'hui ici à la Fondation Lennart. C'est comme ça qu'on a eu les sous pour faire ce projet. La Fondation Lennart a décidé de financer 2 projets de l'EHC. Un premier projet qui est celui-là qui se passe en médecine stationnaire à l'EHC et en parallèle, comme vous le découvrirez, au HUG. Et puis un deuxième projet dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais pour votre information, qui est un projet, lui, en ambulatoire. C'est le suivi de patients oncologiques après la fin de leur traitement adjuvant, une proposition de prise en soin par des thérapies complémentaires dans les mois qui suivent la fin de leur chimiothérapie. Voilà pour les 2 projets. Je laisse la parole maintenant à Sabine et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Alors, la séance qui va vous être proposée cet après-midi va se dérouler en différents temps. Une première partie où la totalité du projet Intégrage va vous être présentée par l'équipe de Fribourg, représentée par Jade et qui va se présenter après. Un deuxième temps où les thérapeutes vont se présenter à vous. Tous les thérapeutes qui vont faire des thérapies auprès des patients dans le service vont se présenter à vous et ainsi exposer le principe, le concept de leur thérapie avec tous les outils que nous aurons à notre disposition pour mettre en œuvre toutes les actions proposées auprès des patients accueillis au SAS. Ensuite, je prendrai la parole pour vous parler plus concrètement parlant dans le service en médecine 2, comment ça va se concrétiser, la mise en place de ces actions, quel sera le rôle des soignants, le rôle des médecins, le rôle de l'ICUS. Voilà. Et puis ensuite, un dernier temps qui vous sera dédié, où là, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités et puis aux thérapeutes. Normalement, on va faire cela, on devrait arriver à ça vers 16h45 maximum. Donc, si vous en êtes d'accord, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Jade. Merci. Merci. Je dois appuyer sur quelque chose? Non. Je crois. Voilà, c'est bon, je crois que c'est tout. Ouais. Donc, merci beaucoup, merci d'être là. Donc, comme l'a très bien dit Sabine, je vais présenter un peu plus amplement le projet et aller dans les détails. Donc Doris a déjà quand même assez présenté le début du projet, ce projet qui est appelé projet Intégrage, étude Intégrage. Le but principal de cette étude, c'est de proposer des thérapies complémentaires à l'hôpital. Tout ça pour proposer une médecine intégrative, donc autant des thérapies complémentaires que des thérapies de soins conventionnels à l'hôpital. Tout ça pour améliorer la prise en soin des personnes âgées.
Donc le but de cette étude, c'est une étude d'implémentation. Donc on implémente des thérapies complémentaires. L'objectif principal, c'est de voir en fait quel est le vécu du patient à travers ça et de voir si on a des barrières ou des facilitateurs à cette implémentation. Donc notre étude n'a pas pour objectif n'a pas un objectif clinique d'amélioration de certains symptômes spécifiques, mais vraiment de voir si implémenter des thérapies complémentaires à l'hôpital est quelque chose de faisable. Donc on est en gériatrie. Les patients qui seront inclus dans cette étude seront des participants qui présentent des syndromes gériatriques courants, de l'anxiété, des douleurs et ou des troubles du sommeil. Donc ça fait partie de nos critères d'inclusion. Les patients doivent aussi avoir plus de 65 ans. J'imagine que c'est le cas dans cette unité. Et puis parler français. C'est une étude qui a lieu sur 2 sites, en fait, ici à Morges, en soins aigus, mais également au département de réadaptation et de gériatrie au HUG. Et tout ça pendant une année de recrutement de participants. Pendant cette année, on a aussi prévu d'avoir 2 mois de pilote et 10 mois d'implémentation. Alors les dates vont un tout petit peu changer. Peut-être on vous informera du début de l'étude au moment venu. Je pense que ça sera plutôt en mai, sauf erreur. Donc voilà. La coordination du projet, vous avez déjà entendu parler de Nicole Dezer qui a déjà été présentée. Il y a aussi Madame Claudia Morel qui s'occupera de la coordination envers les patients, mais aussi de coordonner les thérapies entre elles. Je vais vous présenter exactement ces tâches à elle. Il s'agira d'aller visiter les patients qui ont été inclus dans cette étude, de choisir avec eux les thérapies complémentaires qu'il ou elle va recevoir durant son hospitalisation, de coordonner les thérapies avec les thérapeutes et de compléter des questionnaires patients. Donc nous, dans notre étude, ce qu'on étudie précisément, ce sont un peu nos outcomes d'un côté plus scientifique, mais comme ça vous avez une idée. Vu que c'est une étude d'implémentation, on essaie de voir si notre étude, proposer des thérapies complémentaires est acceptable, si finalement c'est pertinent dans un environnement hospitalier, mais aussi pour ces symptômes-là, si évidemment c'est faisable, compte tenu que c'est sur le terrain. On regarde aussi la proportion de patients qui participent à cette étude par rapport à tous les patients qui entrent dans votre unité. Combien de personnes à qui on a proposé l'étude, qui ont été inclus et qui ont suivi les thérapies. Et puis à la fin, on essaie de voir si les patients continuent de suivre les thérapies au retour à domicile, de voir si on leur propose en fait de suivre des thérapies à la fin de l'hospitalisation et de voir s'il y a un maintien ou en tout cas un intérêt de continuer des thérapies complémentaires par eux-mêmes. Donc voilà les thérapies qu'on propose durant cette étude qui vont être données par différents intervenants. Donc on a une fois la coordinatrice ou parfois l'équipe soignante selon le site sur lequel c'est fait entre Morges et Genève, des thérapeutes spécifiques et l'équipe soignante aussi pour 2 thérapies. Donc on a de la cohérence cardiaque qui sera proposée, je vais vous les décrire un peu plus précisément après, et puis toutes les personnes ici présentes vous parleront chacun de leur thérapie, ce sera plus explicite. On a de la cohérence cardiaque, un chariot sensoriel, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, je sais voilà, il est là. Donc c'est un chariot multisensoriel, de stimulation multisensorielle. On a de la musique, des sons, des images, des odeurs aussi, et qui promeut plutôt un état de relaxation générale. On propose aussi de l'hypnose, de la réflexologie. Sur Genève, ça sera juste du massage, de l'ostéopathie, un soutien spirituel avec l'aumônerie, et puis de l'aroma et de la phytothérapie. Et je vous décrirai en détail comment ça se coordonnera et puis ensuite les thérapeutes décriront leur thérapie. Ça, je vous mets en exemple quand la coordinatrice va aller voir chaque patient. Elle viendra avec un outil d'aide décisionnelle qui se présente de cette manière, qui représente toutes les thérapies et puis au centre le patient et ses problématiques, ses syndromes gériatriques. Donc avec le patient, la coordinatrice va pouvoir choisir les thérapies. Et
aussi à l'aide de brochures qui détaillent toutes les thérapies pour que le patient puisse repartir avec des informations précises. Le parcours des participants il se compose de cette manière. Donc, au tout début de l'hospitalisation, entre J1 et J3, il y a l'inclusion des participants. Je vais vous le décrire un peu plus en détail après, avec une évaluation des symptômes gériatriques, des syndromes gériatriques que l'on regarde. Donc, pour rappel, de l'anxiété, des troubles du sommeil et des douleurs. Pendant l'hospitalisation, les patients vont recevoir les thérapies de médecine complémentaire qui seront coordonnées par Claudia Morel, donc la coordinatrice. Et à la fin de l'hospitalisation, on va juste faire passer un questionnaire aux participants pour récolter son vécu patient et puis de savoir comment est-ce qu'il a vécu l'intégration des thérapies complémentaires. Et puis évidemment, après le retour à la maison ou en EMS, la personne reçoit un questionnaire papier à domicile pour récolter aussi, pour savoir si il ou elle a continué les thérapies après l'hospitalisation. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu les rôles de chacun, comme ça vous savez de manière générale qui fait quoi. Le médecin, Sabine vous expliquera aussi, elle vous montrera un très beau schéma de coordination avec toutes les étapes. Ça vous donnera un peu plus une idée précise de comment sont coordonnés les rôles un à un. Mais grosso modo, voilà, le médecin s'occupera de faire le screening des participants. Il aura une checklist avec les critères d'inclusion et d'exclusion à faire passer à tous les patients qui entrent au SAS. Ensuite, il y a un diagnostic des syndromes gériatriques avec une évaluation à travers, vous l'appelez pas le VAS, mais le VA, merci beaucoup, pour la douleur, le HADS pour l'anxiété, et puis on a une autre mesure pour les troubles du sommeil qui sera faite par la coordinatrice, le HADS également. Cette checklist, elle sera ensuite transmise à la médecin cadre, en l'occurrence Nicole, et puis qui informera la coordinatrice de la présence de ces syndromes chez les patients et validera, en fait, après que la coordinatrice a choisi les thérapies avec le patient, le médecin a pour but de valider le choix de la thérapie pour voir si ça fait du sens au niveau des syndromes présents chez la personne, des comorbidités, etc. Par rapport aux outcomes dont je vous ai parlé avant, typiquement par rapport à la faisabilité de l'étude et puis la pertinence, etc. On aimerait aussi récolter votre avis. C'est là que vous nous êtes aussi utiles. Donc, merci beaucoup pour votre aide. C'est trois questionnaires à remplir au début de l'étude, à la fin du pilote, donc après les 2 mois, et à la toute fin de l'étude. C'est juste pour avoir votre avis aussi sur la faisabilité, sur la pertinence de ce qu'on propose, etc. Ça nous sera très précieux d'avoir votre retour. Ça sera je vous donnerai un peu plus d'explications après sur comment ça se passera. Voici juste un exemple de la fiche de pré-screening, enfin de screening, pardon, avec les critères d'inclusion et d'exclusion. Je vous ai parlé aussi de 2 thérapies qui seront données par vos soins, donc l'aromathérapie et la phytothérapie. Là, il s'agit de juste 2 huiles essentielles à donner. Je vous montrerai après la manière dont c'est administré. On a pour l'anxiété, en fait à chaque fois on a de la lavande ou de l'orange douce, soit l'un, soit l'autre, soit un mélange des 2 pour l'anxiété, et troubles du sommeil on propose de la lavande. Et donc ça, évidemment, c'est quand même prescrit par le médecin parce que ça a été validé par lui, mais c'est quelque chose qui va être préparé par la coordinatrice et utilisé de manière autonome par le patient. Donc ça prend pas beaucoup de temps et c'est administré de cette manière-là. Peut-être que vous avez déjà utilisé des aromastiques. Parfait. Ouais. Donc on en a ici. Enfin, on en a un. En fait, à l'intérieur, il y a un petit tampon. Oui, c'est bien de faire la pub comme ça. Tu peux passer. On a ouais, le mot tampon n'est peut-être pas bien utilisé. Mais à l'intérieur, on a un stick, mais à l'intérieur, il y a une partie un peu plus spongieuse, une ouate, merci, dans laquelle on va juste mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle. Mais c'est la coordinatrice qui s'occupera de les mettre à disposition au début. Et c'est mis en libre utilisation par le patient qui l'utilisera 3 à 4 fois par jour. Juste vérifier qu'il le fasse. Et puis, proposer une inhalation avant de dormir en cas de troubles du sommeil. Merci.
Pour la phytothérapie, ce sont des phytomédicaments sous forme de capsules. Donc on a 3 phytomédicaments pour l'anxiété, les douleurs et les troubles du sommeil. Encore une fois, c'est prescrit par le médecin. Cette fois, c'est préparé par la puce, comme finalement un médicament standard. Donc vous aurez juste à administrer au patient. Donc entre l'aromathérapie et la phyto, tout vous est déjà préparé. Et puis vous n'avez plus qu'à juste donner au patient. Vous pouvez également, on va vous mettre à disposition si jamais vous êtes intéressé par les fiches techniques des phytomédicaments. Comme ça, vous êtes au courant des principes actifs, de la posologie, des contre-indications, etc., auxquels vous pouvez vous y référer si jamais vous avez besoin. J'ai entendu dire que le EVA était fait de manière automatique dans votre service. Mais pour rappel, voilà la mesure de la douleur. Ça sera aussi, par contre, c'est la coordinatrice qui fera passer le HADS pour l'évaluation de l'anxiété. Sabine en parlera, c'est toi qui présente après, hein, ouais. On parlera un peu plus précisément. Donc voilà, pour résumer, votre implication, comme d'habitude, de faire passer le EVA pour la mesure de la douleur, d'administrer l'aromathérapie et la phyto, si ça a été choisi par le patient, et puis de répondre à ces 3 questionnaires en début, fin de pilote et fin de l'étude. Donc ces questionnaires, ils permettent de récolter votre vécu sur le projet. Ça sera un questionnaire papier que vous allez recevoir, qui vous sera distribué. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes en fait, qui rentrent en lien avec le patient. Donc les équipes soignantes, mais aussi médicales. Pardon ? Ah, tu seras un peu biaisé. Je pense pas. Tu peux nous faire un feedback par contre. Voilà Ouais, je vous présente juste grosso modo aussi le rôle de la coordinatrice qui va venir voir le patient entre J1 et J3, lui présenter l'étude, lui faire signer le formulaire de consentement si cette personne correspond aux critères d'inclusion et souhaite participer à l'étude aussi. Celle qui fera aussi passer la mesure du SLEEP, donc pour les troubles du sommeil, le HADS, qui récoltera les données sociodémographiques et puis les données du electronic... Merci. Merci beaucoup. Et puis choisir les thérapies ensuite avec la personne. Elle coordonnera aussi les thérapies, comme je vous l'ai dit. Elle tiendra à jour toutes les ICRF. Et puis à la fin de l'hospitalisation, c'est elle qui fera passer le questionnaire patient et qui transmettra les documents de fin de sortie. Voilà. Sauf erreur, je peux passer la parole. Ouais. Merci beaucoup. Merci Jade. On doit le tenir, c'est ça ? Oui. Ok. Bienvenue à tous. C'est vraiment un plaisir d'enfin d'arriver à bout touchant de l'implémentation de cette étude. Et moi, je devais vous parler un petit peu des différents thérapeutes que vous voyez là au premier rang. Alors, il y a l'ostéopathe qui est Alessandro Vetruccio qui s'excuse, mais sinon, ils sont tous là. Donc, je voulais aussi vous annoncer qu'on s'est mis d'accord. On a prévu une charte de déontologie qu'on a écrit, que vous avez signée déjà. Je vous ai pas du tout forcé, pour respecter les droits humains, les compétences, la confidentialité, et puis vous allez recevoir une formation et l'ostéopathe s'engage aussi à ne pas faire de manipulation cervicale à ce niveau-là. Donc là, il faut... pour commencer, je vais vous parler de quelques thérapies qu'on a où ce sera plutôt les soignants qui vont participer. Donc vous voyez, on a fait, grâce à la com qui a fait un merveilleux travail, on a des superbes brochures avec toutes les thérapies que vous allez pouvoir voir. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment
L'idée, c'est d'arriver à se recentrer, de se stabiliser avec une méthode respiratoire. Donc, on a un outil qui s'appelle Cardia, qu'on a downloadé sur notre iPad. On espère qu'on va pouvoir qu'il ne va pas disparaître. Et puis, l'idée, c'est qu'on a un cercle qui augmente et qui diminue avec de la musique. Et l'idée, c'est d'essayer de respirer à ce rythme-là, ce qui va nous permettre par ce biais-là, de diminuer le rythme cardiaque, donc diminuer un petit peu l'anxiété. Donc ça va être soit sur l'iPad qu'on a, et soit sur le téléphone personnel des patients qui arrivent à le faire eux-mêmes. On va leur demander de faire ça 2 fois par jour, avec une durée de séance de 10 minutes. On va voir si on a un casque. Je ne sais pas si on a des casques pour cet iPad. On va pouvoir le mettre. Et puis, ça va pouvoir se faire dans la chambre du patient. Et puis ça, l'indication, c'est un peu anxiété et troubles du sommeil. Ensuite, on a le chariot sensoriel. Et là, j'ai demandé à Katia, qui est notre spécialiste, de venir nous parler de ce chariot, qu'on a la chance d'avoir depuis déjà quelques années en prêt. Merci, Katia. Tiens. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Katia Pacheco, je suis à ICC au service de médecine 2 et puis également référente SAS depuis octobre de l'année passée. Ça fait depuis 2016 que je suis dans ce service et que j'ai été formée au SAS, donc un service que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà. Et puis j'ai l'occasion de vous présenter aujourd'hui donc, le chariot sensoriel. Donc, qu'est-ce que c'est le chariot sensoriel? Alors, c'est un outil qui a été conçu pour combler en fait les manques qui apparaissent suite à une privation sensorielle, donc notamment dans tous nos patients qui sont hospitalisés, qui sont privés de toutes ces informations qui viennent de l'environnement. Il est conçu justement pour créer un espace de détente, donc en travaillant en plusieurs sens, notamment la diffusion de sons, de musique, une projection de vidéos, de la luminothérapie et de l'aromathérapie également. Avec cet espace de détente créé pour le patient, il retrouve un peu le plaisir de ressentir ces sollicitations sensorielles qu'on leur procure et puis justement cette joie de ressentir ces sens à nouveau. Alors le public cible, dans le projet Intégrage, donc on va cibler justement les patients qui présentent des troubles anxieux, les douleurs ou les troubles du sommeil. Mais le chariot sensoriel, il est également utile et puis il peut être utilisé pour les patients qui présentent une démence, les patients qui sont alités ou qui ont un handicap, et puis pour les patients en fin de vie. Lorsque les patients ils sont hospitalisés, justement, ils ont, comme je disais juste avant, ces perceptions sensorielles qu'on a tous dans notre quotidien qui sont diminuées, donc, notamment le champ visuel, les couleurs, les sons. Donc, et puis ce chariot, il permet d'amener tout ça vers le patient sans que le patient doive se déplacer autrement. L'objectif et le bénéfice du soin. Donc l'objectif principal, donc, offrir un espace d'exploration sensorielle, de détente et d'expression pour le patient. Les bénéfices qu'on peut trouver justement pour le patient, donc il se sentira plus vivant, se ressentir, exister et puis mieux communiquer, se détendre, donc trouver un calme, une paix, diminuer ses angoisses, l'agitation, les troubles du comportement et puis d'améliorer son sommeil également. Mais on trouve également des bénéfices pour l'équipe soignante. Donc, avec cet outil, donc, ça crée une autre forme de relation de confiance entre le soignant et le patient. On peut aussi dépasser les blocages en lien avec les troubles du comportement et les troubles cognitifs. Essayer d'autres pistes de communication. Et puis, ça améliore l'accompagnement pour la prise en soin du patient. Donc voilà, c'est un projet qui est innovateur en milieu hospitalier. Donc comme Nicole l'a dit, ça fait déjà quelques années qu'on l'a. Et puis on a la chance de pouvoir le mettre en place du coup, un peu plus souvent donc, dans ce projet. Et puis voilà, on l'utilisait pour les patients qui présentent l'anxiété, les douleurs, les troubles du sommeil. Donc, et puis améliorer le lien en fait, avec les soignants.
Donc là, vous avez des photos pour le contenu du chariot qui est également présent dans la salle. Que si jamais, si vous souhaitez, en fin de séance, vous pouvez voir un peu les éléments qu'il y a dessus. J'ai aussi une petite vidéo pour vous montrer. Voilà. Une petite vidéo pour vous montrer le déroulement du soin. Et c'est Yolande. Oui, pardon. Qui a travaillé combien, 40 ans en médecine 2 et qui a pris 30 ans et qui a pris sa retraite il y a 15 jours. Donc du coup, on a voulu la mettre un peu à l'honneur parce que je sais qu'elle en a fait aussi des séances de chariot sensoriel auprès des patients. Donc maintenant, elle n'est pas du tout malade, elle va bien. Donc elle vous fait ce petit clin d'œil à la retraite. Alors, on va cibler le soin. On va cibler le soin avec la symptomologie du patient. On va également identifier au préalable les éléments et les sujets importants pour le patient. Donc ses goûts, un peu son parcours de vie, les choses qu'il aime. Une fois que ces éléments seront présents et clairs, avant de débuter la séance, il sera important de présenter au patient le soin et puis son déroulement, et surtout d'avoir son accord. Ce sera également important de choisir ensemble le bon moment pour le faire et puis de s'assurer auprès de l'équipe de ne pas être dérangé pendant ce moment-là. On prépare l'espace afin de créer une ambiance de détente avec une lumière tamisée. On débute la séance en lien avec les attentes et les souhaits du patient qui seront également identifiés au préalable. Faire découvrir et expérimenter les sensations au patient. Donc par exemple, lui faire sentir les huiles essentielles, lui laisser le choix, les lumières, la vidéo, les sons qu'il souhaite. Prévenir le patient, surtout avant chaque stimulation, pour pas qu'il soit surpris. Le soin peut se dérouler en silence ou non, selon le souhait du patient également. Et notre rôle principal, c'est d'être disponible et présent pour le patient tout le long de la séance, lui proposer les éléments sensoriels, sans l'envahir, et avoir une observation fine du non-verbal du patient, et en fonction de ses réactions, adapter les éléments sensoriels. Avant la fin de la séance, valoriser ce moment de partage et remercier le patient. Terminer la séance et remplir la fiche individuelle d'évaluation. Voilà. Merci. Merci Katia. Voilà, allez. Merci. Ok, bonjour à tous. Vraiment, je suis hyper ravie de vous voir tous là. Déjà, je trouve ça extraordinaire d'être reliés par un projet. Et puis ce projet, merci Nicole, mais il me fait hyper plaisir et il est magnifique. Donc moi, je suis Catherine Jean-Favre. Je suis à l'hôpital de Morges et à l'EHC depuis de nombreuses années. Et puis j'ai une pratique dans l'hypnose clinique maintenant depuis environ une quinzaine d'années. Voilà, j'ai un diplôme d'hypnose et j'accompagne beaucoup de patients dans différents services. Et puis surtout aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est je me suis beaucoup intéressée à l'hypnose dans le grand âge parce que c'est un sujet qui a mis du temps à se mettre en route. Et puis aujourd'hui, on est là, donc c'est parfait. Je vais faire un tout petit feedback sur l'hypnose à l'hôpital parce que c'est une pratique qui date déjà de nombreuses années. Il faut savoir, vous voyez, que ça a commencé quand même en 1990, donc on a un peu de recul là-dessus. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est à peu près en 2024. Donc, et ce qui nous amène donc à penser que chez des gens de grand âge, ça peut être utile parce que très souvent, en fait, ils ont une séquence de dissociation entre le haut et le bas. Et pour ça, on va travailler là-dessus. Ça utilise ce qu'on appelle, nous, l'état modifié de conscience. Et puis, je sais bien, parce que ça fait très lien avec le chariot sensoriel qui, lui aussi, va permettre en quelque sorte au patient d'un tout petit peu se détacher de sa réalité hospitalière pour se retrouver dans un autre monde. Et du coup, cet état modifié de conscience, il est accompagné, bien sûr, par un accompagnement précis en hypnose qui va être la personne qui va gérer la séance avec le patient. Et peut-être que c'est toute là la clé du succès. On va beaucoup travailler sur les ressources du patient, c'est-à-dire que nous, on va donner les clés au patient qui, à un moment donné, va pouvoir lui-même les utiliser. En tout cas, c'est notre souhait en hypnose, c'est de pouvoir outiller les patients avec quelque chose et qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser. Pour nous, bien sûr, on va travailler sur les mêmes schémas que nous ont proposé l'étude. Donc, angoisse, troubles du sommeil et douleurs, qu'elles soient aiguës ou chroniques. On a beaucoup d'études et de connaissances sur ces trois troubles
maintenant en hypnose, donc on a du recul là-dessus et on sait que sur ces 3-là, ça fonctionne assez bien. Donc là-dessus, on est tranquille. Je vais quand même prendre le temps de vous dire un petit peu pour les personnes qui m'ont déjà vu dans le service du SAS, comment se déroule une séance d'hypnose. Souvent, on pense qu'en hypnose, il faut qu'il y ait le silence total et qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait personne qui bouge. Et puis, dans le service du SAS, dans une chambre à 4 lits, comme vous avez vu, et j'y vais de temps en temps, personne qui bouge, ça reste de l'ordre de l'hypnose de spectacle, ce que je ne fais pas. Donc voilà, du coup, aucun stress par rapport à ça pour les soignants qui sont dans les chambres. L'hypnose peut se faire dans le bruit, dans le brouhaha. La preuve, c'est que moi, j'en fais beaucoup en radiologie, puis qu'une IRM, c'est quelque chose d'assez bruyant. Donc, soyez rassurés sur le fait que vous pouvez continuer à œuvrer autour dans les chambres, et même si les patients sont agités, il n'y a pas besoin du tout de se retrouver dans un monde de silence. Ce n'est pas l'objectif primordial, on va dire, de l'hypnose. C'est bien si c'est calme, mais si ce n'est pas calme, ça fonctionne aussi. Voilà, donc, pour les personnes âgées, bien sûr, comme vous voyez là sur cette slide, il y a des choses qui sont importantes. C'est qu'on va devoir, nous les hypnopraticiens, créer rapidement du lien et créer ce fameux lien qu'on appelle, nous, alliance thérapeutique, qui va nous permettre d'entrer en relation avec le patient de manière diverse. Ça peut passer par un son, ça peut passer par un toucher, ça peut passer par quelque chose qu'on lui dit, mais c'est très important. Et bien sûr, on va devoir rejoindre le patient dans sa propre réalité. Et ça, c'est très important et je tiens à le préciser, c'est que nous, on ne va pas les amener dans notre réalité avec nos désirs à nous, on va s'adapter vraiment à ce qu'eux, ils ont besoin. Alors bien sûr, on va aller aussi sur des stimuli sensoriels, si on peut le faire. Et puis bien sûr, on va choisir le canal dominant du patient pour pouvoir après travailler avec lui sur une séance d'hypnose. On va utiliser des phrases très courtes, fermées, au présent. Et puis on va favoriser un tout petit peu le mouvement et puis entrer en résonance avec ce qu'est le patient et valider tout ce qu'il fait de bien. On va bien sûr l'encourager et on va essayer, si on peut le faire, de créer ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un outil physique. C'est que ça peut être serrer un doigt, ça peut être toucher son épaule, qui va, dans un deuxième temps, lui permettre de se rappeler de cette séance et puis de la revivre pratiquement intégralement, lui tout seul. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, je vous ai mis simplement quelques exemples de propositions qu'on va utiliser comme ce qu'on appelle, nous, des protocoles. Ça reste très relatif en hypnose parce que le protocole en hypnose, il est assez difficile à déterminer. Ce sont des choses qui ont été écrites pour le grand âge, mais qui ne seront pas toujours utilisables. Et probablement que les 3 quarts du temps, on va faire tout autre chose que ce qui est prévu là-dessus. Parce que voilà, le patient va nous amener là où il veut aller et on va tâcher de travailler avec lui là où il faut. Voilà, j'aime bien les 2 dernières phrases. Je trouve qu'elles sont assez sympathiques et assez parlantes de ce qu'est l'hypnose. Voilà, moi je suis ravie de faire ça. Sachez quand même que sur la durée des séances, alors c'est très compliqué pour moi de dire combien de temps ça dure. Ça peut durer parfois 10 minutes, comme parfois 45 minutes. Est-ce qu'une séance en hospitalier va suffire à traiter une angoisse? On va laisser l'étude nous surprendre, je le souhaite. L'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir quelques séances pour que le patient âgé puisse s'ancrer là-dedans, mais on verra. Voilà. Et puis, bien sûr, comme la dernière phrase le dit, chaque patient a son identité, ses valeurs et son vécu. Et doit vraiment être pris en compte afin de pouvoir personnaliser son accompagnement. Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici et surtout de pouvoir faire partie de ce programme que je trouve vraiment incroyable. C'est magnifique de pouvoir intégrer des médecines complémentaires dans les hôpitaux en plus. Donc, je m'appelle Alexandra Figueiredo, j'ai une mère allemande, mon père était portugais. Je vous rassure, je ne vais pas faire toute ma biographie. Je connais quelques pieds ici, je vois. Ça fait depuis octobre 2020 que je viens soulager quelques pieds des employés des différents sites des hôpitaux de la côte. Et puis, en fait, j'ai changé de vie. Avant, je travaillais dans l'horlogerie principalement en tant que designer et product manager dans le développement des nouveaux produits. Et depuis début 2017, j'ai décidé de mettre à contribution tout ce que j'ai appris en cours d'emploi au niveau d'apprentissage de médecine parallèle, on va dire. Et
du coup, depuis début 2017, je m'occupe des grandes horloges que sont les êtres humains, qui ont une certaine complexité aussi, comme les toutes petites montres. Donc, voilà. Et je travaille j'exerce en tant que thérapeute depuis. Je fais différentes techniques. Je fais de l'acupressure, de différentes méthodes de soins énergétiques, quantiques. Je donne des cours de yoga. Et puis, évidemment, le sujet d'aujourd'hui en question pour vous, c'est la réflexologie plantaire taoïste, donc le massage des pieds, selon la médecine chinoise. Donc c'est pour ça qu'il y a le Tao derrière, qui est le yin et le yang, que je pense tout le monde doit connaître. Alors vous pouvez voir ici donc la correspondance entre les pieds, qui sont en fait comme des télécommandes. Et les zones réflexes sont les boutons de la télécommande. Et puis, on peut voir les différentes zones, en gros, à quoi correspond au niveau du corps. Parce qu'on a sous les pieds, on a différentes parties du corps où on a des zones réflexes. Donc, on a les pieds, les mains, les oreilles, le visage, le ventre, où on retrouve des zones réflexes qui correspondent au reste du corps. Au niveau des pieds, on a plus de 7200 terminaisons nerveuses qui vont correspondre au corps tout entier, à tous les organes, au cerveau, aux glandes endocrines, aux zones aussi, genre les épaules, le dos, les hanches, vraiment tout, mais aussi tous les organes internes. Donc on arrive à masser à travers les pieds. Alors, cette méthode, elle utilise c'est une méthode qui va jusqu'aux genoux, en dessous des genoux. Parce qu'il y a différentes méthodes de réflexologie. Et voilà, donc en fait, ça couvre tout le corps à travers le massage des pieds. Et je vous invite, si vous avez envie, si vous avez les mains libres, les deux mains libres maintenant, à essayer. Vous faites juste ça s'appelle le nid, comme ça, avec un des index. Et puis, je sais pas, non, je sais pas. C'est pas grave si on n'entend pas. C'est de prendre votre pouce inverse et puis d'aller masser. Vous pouvez aller assez fort, hein, et du moment que vous sentez que ça fait mal, ou bien que c'est sensible, ou bien que vous sentez qu'il y a du sable dessous, ça veut dire que vous avez besoin de le masser. Donc c'est la partie qui est... Merci. Vous pouvez faire des deux côtés, c'est bien parce que ça équilibre. C'est la zone qui est juste au niveau de la zone digitale. C'est le cerveau. Donc ça va vous permettre d'être plus attentif. Mais ça permet aussi... Voilà, c'est un exemple. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de réflexologie maintenant, mais c'est juste un exemple pour que vous puissiez sentir ce que ça fait aussi sur vous-même. Donc, ça va irriguer le cerveau, ça va donner plus de sang au cerveau. Donc, si vous avez besoin de plus de concentration, vous pouvez faire ça. Aussi, si vous êtes fatigué, de redonner aussi un influx circulatoire au niveau du cerveau, mais aussi du coup de calmer les pensées excessives, de les libérer, de vider la tête. Du coup, ça amène aussi à aider au sommeil, à éviter les insomnies. Donc, et en plus, au centre de la zone digitale, on a l'hypophyse aussi. Donc, voilà, une zone endocrine qui est la glande maîtresse de toutes les autres glandes endocrines. Donc, c'est aussi une zone qui est intéressante de faire. Donc, partout, si vous vous massez les mains, déjà, ça permet
où vous sentez des douleurs ou bien des grains de sable, ça va permettre de dissoudre ça, donc des douleurs potentielles aux zones correspondantes. Pourquoi on masse les pieds, enfin pourquoi je masse plutôt les pieds? C'est parce que l'information va directement à la zone réflexe, à la zone, pardon, pas à la zone réflexe parce que je masse les zones réflexes, mais ça va directement à la zone correspondante. Alors que les mains, l'information va d'abord au cerveau, elle est analysée par le cerveau et ensuite ça va dans la zone correspondante, donc il y a un filtre, quelque part ça va aussi agir, mais voilà, si on ne peut pas masser les pieds, c'est toujours bien aussi, et ben, je masserai les mains si c'est nécessaire. S'il y a des blessures aux pieds ou qu'on ne peut pas, c'est aussi possible. Voilà, alors, donc comme je vous disais, il existe plusieurs méthodes différentes de réflexologie. Celle que j'utilise principalement, parce que parfois je mélange aussi un peu les différentes méthodes selon les nécessités. Celle que j'utilise principalement vient de l'Institut du Roche Health Institute de Taïwan. Donc ça englobe autant les zones réflexes que aussi des points d'acupressure. Donc comme vous voyez, voilà, il y a tout le corps et puis comme je vous disais, il y a des zones réflexes qui sont le long de méridiens au niveau de la jambe, du mollet, voilà, donc du coup qui sont vraiment importantes aussi de masser pour avoir un aspect complet. Et cette méthode est reconnue par l'OMS. Donc c'est dit que c'est une réflexologie plantaire clinique. Vu les effets, vu les résultats vraiment probants aussi au niveau réellement clinique. Voilà, donc on a 6 méridiens qui partent ou qui aboutissent au niveau des pieds. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi, comme c'est une méthode qui est basée sur la médecine chinoise, on profite aussi de masser et puis de stimuler des points d'acupressure et puis des méridiens. Donc on a le méridien de la rate, du foie, de l'estomac, de la vésicule biliaire, de la vessie et des reins qui arrivent ou qui partent depuis les pieds. Et puis, si nécessaire aussi, voilà, il y a toujours aussi la possibilité d'aller ailleurs si nécessaire, mais ce n'est pas le thème vraiment d'aujourd'hui, mais voilà. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont œuvré ardemment pour mettre ce projet en route. Et puis, je serais heureuse de pouvoir collaborer avec vous tous. Merci. Bonjour à tous. Je pense que presque tout le monde me connaît, mais sinon je me présente, je m'appelle Bernadette Lopez. Je suis accompagnante spirituelle dans cet hôpital depuis 10 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de service du SAS que je croise depuis longtemps. Vous dire que mon outil principal, c'est l'écoute, et qu'un des critères aussi basiques, c'est le non-jugement. Moi, quand les gens me parlent, j'essaye de les suivre sur les chemins qu'avec leurs paroles, ils tracent. Avec le petit temps que j'ai, je vais vous parler d'un outil que nous avons, les accompagnants spirituels, qui s'appelle le Steve. Il a été créé en 2013, Nicole, si je ne me trompe pas, par un aumônier qui s'appelle un accompagnant spirituel, Étienne Rochat, peut-être quelqu'un le connaît. Et puis j'ai eu la chance il n'y avait pas longtemps qu'il avait créé cet outil, de faire un stage avec lui. Et Nicole l'a appris tout de suite. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, elle m'a déjà sollicité pour pouvoir pratiquer ça. Le Steve.
Donc c'est un outil qui nous permet d'évaluer la détresse spirituelle du patient. Et en fait, cet outil se fonde sur une conception de la spiritualité, parce qu'il y en a des centaines. Nous, les accompagnants spirituels, donc la plupart dans le canton de Vaud se fondent sur cette conception. C'est une conception de la spiritualité où cette dimension-là, elle présente 4 sous-dimensions. S, le sens, T, la transcendance, I, l'identité, et V, les valeurs. Et ces 4 dimensions, elles sont connectées, elles s'équilibrent les uns les autres. Et en fait, à travers un entretien, ou plusieurs entretiens, si c'est possible, qu'on a avec le patient, on peut détecter qu'une ou l'autre de ces dimensions, elle est très perturbée par l'hospitalisation, parce que cet outil, il est vraiment pour mesurer la détresse spirituelle pendant le temps de séjour. Ça ne va pas au-delà. Le but, ce n'est pas de, par la suite, essayer de voir ça. C'est vraiment pendant le temps de séjour. Donc, après l'entretien, nous faisons une analyse des données et on peut découvrir qu'il y a l'une ou l'autre dimension qui est très touchée. Ce que nous interprétons comme que la spiritualité de cette personne-là, elle est troublée. Il y a une détresse. Mais il peut y arriver qu'aucune de ces 4 dimensions soit touchée. L'entretien, il y a des questions qu'on pose. Voilà. Ici, à l'hôpital de Morges, depuis l'année dernière, on a créé ces documents-là que je vais vous présenter avec un exemple concret. On va atterrir dans la pratique, qui a été validé par la direction, où quand nous rencontrons un patient et nous faisons cet entretien, après l'analyse que nous faisons, nous le reflétons ici, d'une manière très, très précise. Donc, c'est une fiction. J'ai imaginé, je suis allée à la clinique, je vais aller voir Monsieur M. Donc, et maintenant, je vais vous présenter les dimensions. Moi, je suis aussi. Voilà, merci. C'est bon ? Si, c'est bon. La question du sens. La question du sens, cette dimension-là, elle se réfère à l'équilibre global de la vie, à un projet, une raison de vivre qui englobe toute la vie. Pour chaque dimension, il y a des besoins. Et le besoin qui est rattaché à cette dimension-là, c'est le besoin de reconstruire un équilibre ou de réapprendre à vivre avec la maladie. Exemple, je suis allée voir ce monsieur et quand on a abordé cette question, il me dit que la perte d'autonomie est pour lui un choc. Il se pose la question si, puisqu'il perd de l'autonomie, ça vaut la peine de vivre, et il évoque même exit. Donc là, vous voyez, là, je peux dire que pour moi, cette dimension-là, elle est très perturbée. On passe à la suivante, la transcendance. Cette dimension-là, elle est axée sur ce qui, à l'extérieur du patient, constitue un pilier qui donne du sens à son existence, mais qui est à l'extérieur de lui. Ça peut être Dieu pour les chrétiens ou Dieu pour d'autres religions, ça peut être la nature, ça peut être l'argent, ça peut être le sport. C'est le besoin qui est lié à cette dimension-là, c'est justement le besoin d'être en lien avec cet fondement existentiel. Par exemple, ce monsieur, j'ai pas pu aborder, ou on n'a pas abordé cette dimension-là. Donc, dans ce rapport, je mettrai dimension pas abordée. Voilà. Mais, par exemple, une chose qui m'arrive assez souvent, il y a des personnes croyantes qui sont totalement écrasées parce qu'elles pensent que la maladie, c'est Dieu qui leur inflige une punition. Là, je mettrai dimension très perturbée. Voilà. Ensuite, vous avez l'identité. Cette dimension-là, c'est le regard que le patient porte sur lui-même, l'image qu'il a sur lui-même, et aussi le lien qu'il a avec les autres, avec sa famille, mais pour un croyant, ça peut être aussi avec sa communauté,
Et le besoin qui est lié, c'est le besoin d'être reconnu, écouté, réconcilié ou pardonné. Pour le monsieur en question, lui, il me dit qu'il a beaucoup de difficultés à s'accepter totalement dépendant des autres. Je vous ai dit que une question de sens était très perturbée parce que la perte d'autonomie était très forte. Il est très lucide sur ses pertes, mais il a peur que les progrès qu'il peut faire ne soient pas suffisants pour qu'il puisse récupérer son autonomie et récupérer une image de lui-même comme quelqu'un qui, par lui-même, peut tout faire. Donc là, je vais mettre dimension très perturbée. Et puis, vous avez les valeurs. Les valeurs se réfèrent à tout ce qui a de la valeur et du poids dans l'existence de la personne. Ça peut être, encore une fois, la famille, ça peut être l'amitié, ça peut être le sport, la nature. Les besoins qui sont liés à ces dimensions-là. Un premier besoin, c'est que les soignants, ça vous concerne, les soignants comprennent ce qui a de la valeur pour soi. Parce qu'il y a des fois où certaines de vos actions, ils les comprennent comme étant contraires à leurs valeurs. Et puis, un autre besoin, c'est de se sentir associé aux décisions et aux actions des soignants. Parce que parfois, ils se sentent exclus. Pour ce monsieur-là, je reviens à cet exemple, il se sent épuisé. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi les physios, par exemple, insistent pour qu'il fasse telle chose ou telle autre. Donc, je le découvre très perturbé et je mettrai là dimension très perturbée. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a encore une dernière dimension. On aborde aussi les ressources pour voir après ces paysages, peut-être, pas toujours, très douloureux, de creuser avec la personne s'il y a des lieux, des expériences en lui où il peut s'accrocher pour aller de l'avant. Tout cela nous amène, en tant qu'accompagnant spirituel, à ce que nous avons appelé recommandations. Il y en a de deux sortes. Une première recommandation où, en fait, je partage à l'équipe soignante ce que moi, en tant qu'accompagnant spirituel, je peux faire pour cette personne-là à partir de cette analyse que j'ai faite ici. Et pour ce monsieur-là, puisqu'il a été d'accord, il s'est senti bien avec ma présence, je propose d'aller le voir régulièrement et puis aborder avec lui la question de l'acceptation de ses fragilités, que l'on peut travailler dans le temps, et aussi de l'inviter à s'accrocher à des tout petits signes pour qu'il puisse voir peut-être, ou en tout cas interpréter qu'il y a quelque chose qui va de l'avant. Et après, il y a une deuxième recommandation. Cette fois-ci, c'est quelque chose que je pense que vous, les soignants, vous pouvez apporter à cette personne-là. Et dans le cas de ce monsieur, c'est de continuer de l'encourager vers un effort, même si ça coûte. Parce que, en parlant avec l'équipe soignante, j'ai appris que ce monsieur, malgré ses impressions d'être un peu figé, bloqué ou pas avancé, au fond, non, il est en train d'avancer. Donc, d'inviter les soignants à lui dire ça, toujours avec douceur, et puis aussi de l'inviter à croire ou avoir un espoir dans un mieux. Ça. Donc voilà c'est que peut-être je pourrais faire avec des personnes âgées qui pendant l'hospitalisation vont se sentir très angoissées. Et on verra si effectivement, à partir de cet entretien et ces échanges, on pourra faire quelque chose pour elles. Voilà. Merci. Alors oui, je ne suis pas Alessandro Vetruccio et je ne fais pas de l'ostéopathie, mais comme il est actuellement absent, il m'a envoyé sa présentation pour que je vous en parle. Donc j'ai aussi découvert pas mal de choses.
Alors, d'abord, il voulait un petit peu se présenter. Donc, c'est un ostéopathe. Vous voyez sa photo. Il est déjà venu. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Il travaille juste en dessous de l'hôpital Chemin de la Brume. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Donc ça, c'est un petit peu un récapitulatif où, en fait, l'idée, c'était que la notion de globalité du corps et que l'homme possède en lui les moyens de se guérir. C'est ça le principe d'auto-guérison. Et il était convaincu que lorsque toutes les parties du corps humain sont en ordre, nous avons la santé. Quand elles ne le sont pas, c'est la maladie. Voilà. Donc, il y a 3 grands principes. L'unité, donc le corps est considéré dans son ensemble. Le pouvoir d'auto-guérison. Et puis une relation entre structure et fonction. Donc l'idée, c'est pour que les organes puissent bien fonctionner, ils doivent se trouver dans une structure souple et mobile. Et à l'inverse, si l'organe fonctionne mal, la structure environnementale, même à distance, peut perdre de sa souplesse et sa liberté de mouvement. Donc l'idée de l'ostéopathie, c'est vraiment de soigner la personne dans son ensemble, en cherchant la cause du trouble et en respectant la force naturelle de l'organisme. Nathalie, je crois que tu es une grande spécialiste. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie soigne, hein? La lumbago, torticolis, dorsalgie, trapézalgie, les séquelles d'un traumatisme, des douleurs aux articulations, tendons, muscles, des maladies chroniques, troubles digestifs, du sommeil, stress, anxiété, sinusite, vertige, bourdonnement, et puis récupération après un effort intense. Donc, qui peut être soigné à tout âge, hein, même nos personnes âgées. On l'a testé hein, déjà dans notre unité. Et ça peut aussi être utilisé en prévention pour soulager ou régler une problématique. Et puis, les techniques sont vraiment choisies selon les besoins du patient. Donc, l'ostéopathie a une action préventive et curative immédiatement en cas d'urgence, pour le traitement d'affections chroniques et à titre préventif. Donc c'est un accélérateur de guérison. Il faut qu'on l'engage dans l'unité, hein, Sabine. Alors, quelle est la différence entre physio et ostéo? Donc la physio, c'est prescrit par un médecin, remboursé par l'AMAL, s'occupe de la réhabilitation. Et l'ostéo, c'est première intention et remboursée par l'assurance complémentaire. C'est juste, hein, Pierre-Yves? Oui, merci. Elle a une approche et une considération globale du corps humain en établissant des rapports entre les différents systèmes de manière à les réharmoniser. Elle travaille essentiellement avec ses mains en utilisant des techniques visant à restaurer les mobilités perdues. Voilà, je suis passée un peu rapidement parce que, comme vous voyez, je ne suis pas ostéopathe, mais voilà, s'il y a des questions, bah, on lui fera suivre. On va lui... Voilà. Merci. Voilà, bonjour à tous, je me réjouis beaucoup de ce projet, je trouve que c'est très intéressant. Peut-être juste en introduction pour éviter qu'il y ait une confusion, on vous a dit au début qu'on n'allait pas regarder l'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une étude d'efficacité, c'est juste que les choses soient claires, on va quand même regarder si les gens vont mieux, c'est évidemment ça le but, mais il n'y a pas de groupe placebo parce qu'il n'y a pas de sens, puisqu'il y a énormément de données scientifiques déjà sur ces thérapies, mais c'est surtout de les amener, puis de voir comment on peut les implémenter dans une institution, dans le roulement habituel, c'est ça vraiment qui est essentiel parce que c'est extrêmement peu fait. En fait, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment ça marche dans la vraie vie. Puis la vraie vie, ce sera ce qui se fera ici à l'hôpital de Morges, et ça, je me réjouis vraiment beaucoup. Donc, par rapport à la phytothérapie, une anecdote, j'ai déjà raconté la dernière fois que je suis venu ici, mais on avait regardé au CHUV par rapport à la phytothérapie, on a vu qu'il y a des services qui étaient pour, des services qui étaient contre, puis que tout le CHUV prescrivait que la dosage pédiatrique, parce qu'ils avaient trop peur des plantes, alors qu'en général, en médecine, on donne plutôt le dosage qui est adapté à la personne. Donc ça montre à quel point, quand on n'a pas les connaissances, on n'ose des fois pas faire les choses bien. Puis évidemment, si on ne donne pas le bon dosage, ça ne va pas forcément aller mieux. Donc, par rapport à la phytothérapie, on a vraiment choisi les thérapies qui ne présentent pas de problème d'interaction, qui ne présentent pas de problème particulier pour les patients dans la prise en charge. C'est vraiment ça qui est comme objectif. Et puis, c'est vrai que c'est plus simple de prendre des comprimés, des médicaments qui sont déjà sur le marché, plutôt que d'aller faire les décoctions le soir. Enfin, je pense qu'il y a peut-être du temps, autrement vous me direz, pour les préparer, mais c'est vraiment un peu plus simple de les avoir sous cette forme-là. Donc,
Les substances qu'on a choisies, c'est la THA, donc la lavande. C'est une substance qui existe, qui est déjà sur le marché, enfin, qui est déjà connue. Vous aurez ces fiches-là qui vous permettent de savoir exactement les indications, savoir aussi les risques. Hein. Avec une plante, il y a aussi des risques. Donc il y a aussi des effets secondaires, c'est des choses qu'il faut connaître. Et puis vous aurez toutes ces informations-là. On a aussi pris des substances qui sont remboursées, ce qui permet de les continuer après et puis de les trouver facilement en pharmacie. L'autre qui a été prise, qui est très connue bien sûr, c'est la valériane, qui est mélangée avec du houblon parce qu'on a des bonnes données si on les combine l'une avec l'autre pour les troubles du sommeil. Moi je me souviens toujours, il y a encore quelques années, maintenant c'est moins le cas, on recevait la lettre de sortie de l'hôpital qui nous disait nous avons introduit du Synlox au patient, merci de l'arrêter. Puis ça me prenait 6 mois pour l'arrêter parce que le patient était devenu dépendant, il a très bien dormi pendant l'hospitalisation. Je me rappelle quand je travaillais à l'hôpital que j'adorais lui donner du zolpidem parce que j'allais dormir juste après, puis j'étais tranquille. Donc effectivement, c'est aussi ça le problème. Donc, c'est de trouver cet équilibre entre ce qu'on fait à l'hôpital qui nous aide tout de suite et puis ce qui permet aussi d'éviter des effets secondaires à long terme, puis trouver le meilleur équilibre pour les patients. Donc, la valériane, elle ne marche pas toujours du premier coup. Des fois, ça marche le premier soir, on la donne, mais des fois, ça met quelques jours pour qu'elle fonctionne. Là aussi, pratiquement aucune interaction. Et puis le dernier qu'on a mis, c'est l'arpagomètre, c'est la griffe du diable. Si vous allez regarder sur Internet, c'est hyper joli, la griffe du diable. Il y a vraiment des petites griffes sur cette plante qu'on utilise dans le traitement des douleurs, dans le traitement de l'arthrose. Il y a une revue Cochrane aussi sur cette substance-là, qui a été faite contre un anti-inflammatoire qui est actuellement interdit sur le marché à cause des effets cardiaques, mais elle montrait quand même un bon effet. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème avec la griffe du diable. Et puis très peu d'interactions. La seule chose qu'il faut savoir, c'est les problèmes digestifs. Si les patients font des douleurs épigastriques et que ça ne disparaît pas, on doit absolument l'arrêter. Ça ne va jamais disparaître. Enfin, ça disparaîtra quand il fera un ulcère, mais autant qu'ils n'en fassent pas. Et si les patients ont déjà des symptômes gastriques, c'est la contre-indication, il faut vraiment faire attention. Mais autrement, elle est très bien supportée. Si les patients la supportent, ils ne vont jamais faire d'ulcère de manière tout à fait claire, donc il n'y a pas de risque particulier. Et puis, ce n'est pas un antidouleur au sens propre, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre sur quelques jours. Moi, je l'utilise beaucoup avec mes patients de l'arthrose, mais ils ne vont pas avoir des douleurs qui disparaissent le lendemain, c'est plutôt après quelques jours, voire quelques semaines. Donc, on peut faire 1 mois de traitement, et puis après 1 mois, on peut voir l'évolution. Et puis ça ne marche pas, il faut l'arrêter, comme tous les médicaments. Le but de la médecine complémentaire, il y avait beaucoup de discussions quand ça a été accordé voté par le peuple. Ce n'est pas des médecines supplémentaires, c'est des médecines qui permettent d'améliorer la qualité de vie du patient. Puis ça ne marche pas, on arrête, comme toutes les autres médecines. Voilà. Puis l'autre chose, on avait donc mis de la phyto, on a aussi mis l'aromathérapie, ça comme ça a été présenté avant. L'idée c'était d'avoir aussi quelque chose que les patients peuvent sniffer. On préfère qu'ils sniffent ça plutôt que d'autres choses pendant les hospitalisations. Donc on peut leur donner et puis ils peuvent le faire. L'expérience que j'ai aux États-Unis dans différents hôpitaux, ça marche très bien. Puis les patients ont quelque chose à faire. Il faut juste éviter qu'ils l'avalent avec leur dentier. C'est la seule chose, mais autrement il n'y a pas de risque particulier en termes d'effets secondaires qui sont connus avec ces substances-là. Mais ça permet, c'est toujours l'importance d'avoir des choses que le patient peut faire. Hein. Ça a été aussi dit avec l'auto-hypnose, ça a été dit avec d'autres choses. Si le patient peut faire quelque chose, tout ça de mieux. Et on a tellement habitué nos patients à dire c'est nous qui nous occupons de tout. On en revient bien heureusement. Mais les patients, ils s'occupent, puis comme ça, ils font des choses. Et ils font des choses qui leur font du bien et ça permet d'avoir aussi une activité dans leur journée. Voilà, il y a ces mélanges que Jade vous a déjà présentés juste avant. Ça vous sera expliqué comment faire pour les donner, mais je crois qu'ils seront surtout donnés par la coordinatrice. Si je ne me trompe pas ici, bien c'est juste, je me souviens plus pratiquement. Ce sera dit après ou bien c'est... Les patients vont les choisir et puis oui. La coordinatrice va les... Voilà, ce sera choisi par le patient. Voilà. La coordinatrice va le fabriquer. Le préparer. Voilà, ça c'est pour le préparer. Voilà. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc voilà pour l'organisation ici. Voilà.
par rapport aux différentes substances, on a aussi des bonnes données par rapport à ça. Ce qui est souvent dit par rapport à l'aromathérapie, c'est la question du coût, évidemment. Ça représente un certain coût, c'est pour ça qu'il ne faut pas vider le tube dans les aromastiques, mais c'est aussi que ça risque d'avoir trop d'effets sur le patient, ce qui ne sera pas l'idéal. Voilà pour ces substances-là, et je passe la parole à Nicole. Alors, merci Pierre-Yves d'avoir improvisé au pied levé comme ça, merci. Oui, quelques petits outils. Donc là, on a l'échelle anxiété et dépression. Vous avez déjà peut-être entendu la psychologue en parler. Hein, c'est l'outil qui est validé pour tant l'anxiété et la dépression. Je pense que c'est plutôt Elisabeth. Non, c'est pas. Voilà. Et celui-là, jusqu'ici, il a été fait par la psychologue, mais là, on va faire avec la coordinatrice. Voilà. Donc, on va regarder un peu, est-ce que les gens se sentent énervés? Parce que l'idée était, comme vous le disiez, Monsieur Renaudy, que c'est une hétéro-évaluation. Donc, du coup, c'est le patient qui devient autonome du coup et puis qui fait cette évaluation par lui-même. Donc Claudia sera moteur pour lancer ce questionnement avec le patient, mais en tout cas c'est à lui de le renseigner. Et puis là on voit bien que les questions c'est je me sens tendu ou énervé. Bon c'est pas est-ce que vous vous sentez tendu ou énervé, c'est je. Donc du coup ça va être important qu'il participe à l'inclusion de ce traitement. Hop là, voilà. Okay. Donc là par contre c'est à Elisabeth. Merci. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Soriot, je suis infirmière clinicienne en médecine 2, donc au SAS. Je vais vous présenter donc deux outils d'évaluation. Le premier est l'évaluation de la douleur, on en a déjà parlé brièvement avant. Donc c'est l'EVA, l'échelle visuelle analogique. Le soignant demande au patient d'évaluer sa douleur avec un curseur, de pas de douleur à douleur maximale imaginable, avec une petite réglette qui ressemble à ça. Le patient déplace le curseur et en fait le curseur correspond à un chiffre juste derrière, de 0 à 10. Donc c'est une évaluation qu'on fait déjà effectivement tous les jours dans le service. Voici l'évaluation des réveils nocturnes. C'est une évaluation qui a été instaurée en médecine 2, qui permet d'évaluer les hypervigilances des patients, qui est utilisée notamment quand il y a des troubles du sommeil ou bien des agitations lors de la nuit, pour en fait avoir une visualisation globale en fait, de 16h à 6h du matin sur les hypervigilances. L'échelle sera répétée pour en fait avoir le visuel, de voir est-ce qu'on peut adapter les médicaments psychotropes, qu'on peut renseigner dessous. Et puis en fait, on aura en fait vraiment le suivi, on pourra adapter les médicaments en collaboration avec les médecins et adapter nos interventions soignantes. On renseignera aussi la qualité du sommeil du patient selon lui, s'il a bien dormi ou s'il n'a pas bien dormi, et puis selon l'infirmière. Donc il y aura vraiment une visualisation globale. Tu veux rajouter quelque chose, ça va? Donc ça, c'est une échelle spécifique qui, dans le cadre du projet, ne sera faite qu'en médecine 2 auprès des patients du SAS, puisque c'est un outil qu'on a déjà l'habitude d'utiliser quotidiennement et qui, du coup, dans la gestion des troubles du sommeil, en plus des thérapies qui vont être proposées, du coup, ça nous permettra d'avoir un élément supplémentaire d'évaluation. Merci, Elisabeth. Le slip. Allez, vas-y, Nicole. Le slip, tu peux le faire. Voilà. Alors, comme vous avez vu, le questionnaire d'avant, l'outil d'avant, c'est un outil qu'on a conçu ici et qu'on utilise ici et qui n'est pas validé. Donc, on a l'outil validé qui sera utilisé à Genève et à Morges, où on va effectivement dire sur les 7 derniers jours la qualité du sommeil, vous voyez les différents points. Et ça sera aussi fait par notre coordinatrice quand on aura identifié le problème du sommeil à l'entrée. Voilà. Sur le même principe oui, que l'HAD. C'est le patient qui renseigne. Ça, c'est à toi. Voilà.
Donc, merci à tous les intervenants. Donc là, Jade nous a déjà parlé du schéma général de coordination pour la mise en place de ce programme de thérapie. Donc là, moi, plus concrètement parlant, dans le service, comment ça va s'organiser. Donc, tout d'abord, donc la partie rouge, là, le numéro 1. Donc là, c'est l'identification des patients au programme. Donc, il sera inclus au programme. Et là, ça passe tout d'abord par l'évaluation d'entrée du SAS que vous connaissez, où là, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va demander aux soignants juste de renseigner les 3 items dessous à l'entrée du patient lorsque vous réalisez le RDD comme vous le faites pour chaque patient, de faire le VA, et ça, c'est le 5e paramètre, donc du coup, il est déjà identifié dans votre quotidien. Troubles du sommeil, donc là aussi, une première approche en disant auprès du patient, est-ce que vous avez des soucis de sommeil ? Et si le patient se perçoit comme anxieux. Et là, si ces items sont renseignés et puis identifiés, donc ça fait partie de l'identification des syndromes gériatriques. Et de là, Nicole et moi, nous allons pouvoir positionner le patient dans le programme. Et puis là, on informe Claudia qu'on donne les coordonnées du patient pour dire à Claudia, ben voilà, cette fois-ci, à toi de jouer, de venir voir le patient dans sa chambre, de lui présenter l'étude avec un formulaire de consentement à la participation de cette étude. Et puis, si du coup, le sommeil, l'anxiété ont vraiment été identifiés, donc c'est Claudia, en lien avec le patient, qui va compléter les grilles complètes. Puis après, identifier données socio-démographiques, choix des thérapies. Et donc là, c'est là que Claudia va proposer au patient la roue, hein, la boussole, pardon, la roue. Hein, voilà, je me suis pas trompée. Hein, voilà, hein, la roue, pour définir le souhait des patients, les souhaits des thérapies que le patient souhaite avoir. Donc, est-ce que c'est un soutien spirituel? Est-ce que c'est une séance de réflexologie et où? Voilà. Hein. Donc ça, c'est les séances qui vont être choisies par le patient, aidées par aussi les flyers sur toutes les thérapies qui lui seront remises également et expliquées par Claudia. Voilà. Donc une fois tout cela fait, Claudia, elle revient vers Nicole et puis et moi, et on valide le choix des thérapies qui vont être proposées aux patients. Donc Claudia va coordonner les différentes thérapies que le patient aura choisies. Et donc, c'est Claudia qui va contacter les différents intervenants, qui va téléphoner à Catherine pour lui dire ce patient, il rentre dans le programme, il a besoin d'une séance d'hypnose, ou joindre Bernadette. Autrement, au niveau de la cohérence cardiaque, donc là, comme on vous disait dans la présentation, ça va être installé soit sur l'iPad du service ou soit sur le téléphone du patient. Et puis, c'est lui, en autonomie, qui va faire ses séances. Le chariot sensoriel, donc là aussi, si le patient a choisi que les séances de chariot sensoriel seraient bien pour lui, du coup, avec Claudia, elle va m'appeler et puis on va voir dans le plan de soins comment on planifie les aides-soignants, les ASSC, les auxiliaires de santé, la référente SACED, la SACED, au quotidien, quand sera faites les séances de chariot sensoriel et si ce sera plus axé sur le visuel, sur les lumières, sur la vidéo, sur le son, et voilà. L'aromathérapie, voilà, pareil, hein, on a parlé du stick, donc ça qui sera aussi auprès des patients, et puis la phyto avec les traitements, le médecin va prescrire, et puis du coup vous aurez à donner la gélule comme vous le faites aujourd'hui pour la rédormine. Peut-être préciser que la pharmacie, donc merci Corinne, a été mise au courant et va nous livrer les médicaments comme pour les autres médicaments. Voilà, donc encore un peu plus dans le pratico-pratique. Dès l'arrivée d'un patient au SAS, du coup, le binôme responsable du patient renseigne la fiche d'évaluation au SAS avec les nouveaux items. De J0 à J3,
Nicole va valider l'inclusion du patient dans le programme et cela se fera lors du point projet délai que nous avons tous les matins. Donc Nicole et moi, en fonction de la fiche d'entrée au SAS, nous allons valider l'inclusion du patient dans le programme et puis déclencher le process. Et tout cela se fera comme pour le CASAS, pour les DRG SAS, ce sera notifié sur Portail Apps que le patient est inclus dans l'étude avec telle thérapie. Donc là, Claudia va aller rencontrer le patient, va nous dire quelle thérapie le patient a choisi. Moi, je vais l'inscrire sur Portail Apps. Claudia coordonne les thérapies. On utilise Portail Apps. On va également utiliser le tableau blanc en chambre, comme ça, les patients, son entourage et tout ça, ce sera informé quelle thérapie il a choisi. Comme ça, les familles peuvent aussi être partie prenante du projet en disant « Ah, est-ce que tu as bien pensé à faire ton stick ?» Voilà, tout ça. Et puis, durant tout le séjour, donc là, le rôle de l'équipe soignante de médecine 2 va être de faciliter l'intervention des thérapeutes pour réaliser les thérapies, tout comme nous essayons de le faire au quotidien aujourd'hui, depuis que le SAS existe, avec les physios, les ergos, les diètes et tout ça, en essayant de jongler, parce que le patient, il est dans un programme très dynamique au SAS. Donc du coup, une fois qu'il y a la mobilisation, la visite médico-soignante, la toilette, le scanner et tout ça, il faut trouver de la place pour que tout le monde puisse faire les séances, mais on va essayer de coordonner tout ça. Et puis, comme l'ont dit les différents intervenants, par exemple, Catherine qui disait ben voilà, ça peut se faire dans la chambre, ou si c'est une autre thérapie, la réflexologie, ça peut être plus au calme, ben on a des lieux, la salle télé, on trouve une chambre seule, voilà, on essaye de trouver le meilleur moment, le meilleur lieu pour faciliter la thérapie, que ce soit le plus bénéfique pour le patient. Voilà, et du coup les thérapies sont réalisées, et puis là, le débarrage du projet va se faire à peu près en même temps que l'arrivée d'un nouveau thérapeute aussi, qui est le thérapeute pour les patients, mais aussi pour les soignants, Monsieur Carfolio, que nous attendons depuis longtemps. Donc du coup, le démarrage du projet sera en même temps que l'implémentation de Carfolio dans le service de médecine 2, soit normalement le 15 avril. Voilà. Donc là, on va être encore un petit peu en format papier sur cet aspect-là, parce que là, on est en phase test, comme Jade l'a présenté au début. Pendant 2 mois, ça va être une phase test, donc on risque de réajuster la méthodologie. Et puis, après, l'étude dure 10 mois. Donc, il faut qu'on arrive à étudier comme il faut avec le groupe DPI, les super utilisateurs, pour voir comment on peut intégrer dans le DPI un pack intégrage avec les différentes évaluations et tout ça. Et donc du coup là, une fois qu'on sera en version informatique, du coup ce sera comme les thérapies, comme les soins que vous délivrez aujourd'hui. Le médecin fait la prescription, vous relevez la prescription, vous faites le soin, vous assurez la traçabilité, son suivi, son évaluation. Et du coup là, on ne parlera plus en termes de cible, puisqu'on a tous été formés à l'arrivée du DPI, mais du coup, ce sera en termes de diagnostic infirmier. Donc, du coup, à chaque soignant d'évaluer les syndromes gériatriques que sont, en plus de ceux qu'on connaît, la déshydratation, la constipation et tout ça, la douleur, mais qu'on fait déjà très bien, l'anxiété également et les troubles du sommeil aussi. Donc, du coup, ça ne surchargera pas ce que vous faites déjà au quotidien. Si ce n'est au contraire que ça va alléger les choses, parce que du coup, le patient ne peut être que mieux physiquement, psychiquement, si nous sommes plus vigilants à gérer, à l'accompagner à gérer ces syndromes-là. Et puis du coup, solliciterons moins les soignants sur des sonnettes pour un antalgique ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sera facilitant pour tout le monde. Et puis, le jour de la sortie du service en médecine 2, réaliser l'évaluation de fin de séjour avec les diagnostics infirmiers, évaluer où on en est en sortie. Comme ça, pour l'étude. Et puis Claudia, quand elle remplira toutes les données pour faire l'analyse de l'étude. Du coup, on aura tout sur dossier pour que l'étude soit cohérente. Voilà. Donc voilà concrètement, nous, dans notre service, comment ça va se passer. Et puis du coup, voilà, moi je vais laisser la parole à Nicole qui va conclure la séance. Et puis après, vous laisser un petit temps de questions.
Merci beaucoup Sabine, merci à tout le monde. C'est vraiment une énorme fierté et un grand plaisir de pouvoir débuter cette étude qui est vraiment innovante. Et j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est innovant de commencer ce genre de traitement en hospitalier. Et tout ça en collaboration avec Fribourg et Genève. Et je suis encore extrêmement reconnaissante à la Fondation Lennart de nous avoir offert cette possibilité et à la direction de l'EHC qui me laisse toujours essayer de faire des nouvelles choses et ainsi qu'à Pierre-Yves, un ami de 20 ans et puis on est contente d'avoir pu enfin arriver à bout touchant. Et puis finalement, je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler avec vous au jour le jour et de partager cette nouvelle aventure avec vous. Et merci à vous tous. Pierre-Yves, Michael. Alors, Pierre-Yves, là, tu vas peut-être pouvoir me joindre, mais on a présenté aussi aux médecins installés de la région il y a 15 jours aussi ça. Donc on va aussi inscrire les traitements et les thérapies qui ont été faites dans la lettre de sortie avec une proposition et aussi on va préciser sur les phytothérapies que c'est dans le cadre de l'étude qu'on a fait ça. Alors c'est vrai. De l'étude 2 mois après, on prend contact avec le patient. Oui. Pour savoir s'il est intéressé. Après, je pense que le patient âgé qui part de l'hôpital a besoin d'un soutien pour pouvoir mettre en place ce qu'il a pu avoir comme bénéfice en thérapie ici. Oui. Ouais. Peut-être qu'on pourra aussi mettre ça dans le DMST pour les pour les infirmiers. Oui, tout à fait. De savoir pourquoi le patient décide d'arrêter, de ne pas poursuivre, qui sera intéressant à voir. Ça fait... Ah oui, si je peux me permettre. Ouais, c'est une étude d'implémentation. Je ne sais pas qui a parlé en fait. Ouais, super, merci. Comme c'est une étude d'implémentation, le but est aussi de voir avec les outils du terrain, dans la réalité, si le patient arrive à se débrouiller de lui-même pour aller vers ces thérapies en fait. Donc on a une partie au niveau de l'hospitalisation, il est très cadré, puis ensuite au retour à domicile où il est un peu moins cadré, et puis dans le follow-up, le questionnaire follow-up, on va justement checker tout ça, si la personne n'a pas suivi les thérapies, pour quelles raisons en fait, si il n'a pas trouvé les thérapeutes, si l'accès était difficile, s'il n'avait pas d'assurance maladie complémentaire, ce genre de choses. C'est pour s'assurer un petit peu, puis dans un deuxième temps, peut-être on pourra faciliter, si cette étude prend vraiment vie et puis est vraiment utilisée à l'hôpital, peut-être qu'après on pourra accompagner le patient dans un deuxième temps, après l'étude. Oui. Merci beaucoup pour la question. Oui. Oui, alors je ne peux pas vous répondre, mais on va s'occuper de ça pour régler ça avant le début de l'étude. Vous avez tout à fait raison. On a les huiles essentielles qui peuvent nous être utiles dans ce cas-là, mais il faut qu'on regarde pour chacun des comprimés ce qui est possible de faire. C'est tout à fait juste. Attends, je regarde, et on a notre pharmacienne.